Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Studio Kalangou. Trois sujets ont dominé l'actualité cette semaine. La finale de la 44e édition de la lutte traditionnelle l'après-midi du 31 décembre 2023 face à face épique entre Mathis Souley de l'écurie de Maradi et Kadri Abdou dit Isaka de Dosso. Résultat, sixième sabre pour Isaka, désormais unique septuple champion du sabre national. À suivre dans notre forum de la presse, trois premiers ministres de l'Alliance des États du Sahel réunis à Niamey. Vendredi 29 décembre dernier, le Premier ministre du Mali, Dr Shogel Maïga, celui du Burkina Faso, Apollinaire Kyliam de Tambela et Ali Mohamed Lamine Zen du Niger ont scellé renforcement de la coopération régionale. L'actualité, c'est aussi la visite lundi 1er janvier du ministre des Mines dans les différents services de la Sonichar à Kirozérine, la société qui alimente en électricité les villes d'Arlit et celle d'Agadez. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Mokhtar. Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Mokhtar. Et Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur Studio Kalangou commence dans un instant. Nous le disons en titre, les lampions de la 44e édition du championnat national de lutte traditionnelle édition 2023 se sont éteints dans l'après-midi du dimanche 31 décembre à Agadez. L'arène des jeux traditionnels Aboubakar Jibo d'Agadez reçoit face à face le talentueux Mathis Souley de l'écurie de Maradi et Kadri Abdou dit Isaka de Dosso. Sans surprise, le challenger du Mathis Souley ne résiste pas longtemps aux assauts du quintuple champion national. Durée du combat, 8 minutes 4 secondes. La plus rapide victoire du palmarès de Isaka, désormais roi incontesté des arènes. Un sixième sacre après ses victoires en 2015, 2016, 2019, 2021 et 2022. Témoin de l'événement, quelques milliers de spectateurs autour de l'arène en présence du Premier ministre de transition Ali Mohamed Lamine Zen ainsi que ses homologues du Burkina Faso et du Mali. Voilà pour le rappel des faits, Maïmouna Diado. Je sais que vous aviez suivi la finale de la 44e édition du sabre national qui opposait le détenteur du sabre Kadri Abdoudi Isaka de Dosso à Mati Souley de Maradi. Un combat plié en 8 minutes à peine. Analyse de cet exploit. Mokhtar, c'est toi qui dis que 8 minutes, c'est à peine. 8 minutes pour l'arène, là, c'est beaucoup, hein. C'est énorme. Et bon, moi j'ai... Oui, mais c'était son plus court combat au cours de la finale. Ça c'est vrai. Mais il fallait s'y attendre. Hein. Isaka en face du lutteur de Maradi. Mathis Souley. C'est vrai que Mathis aussi s'est bien défendu, mais... tout au long du championnat. Tout au long du championnat, il s'est défendu. Il est arrivé quand même à occuper la seconde place, ce qui n'est pas démérité. Mais je sais que peut-être que l'année prochaine, on entendra encore parler de Mati. Mais pour Isaka, il fallait s'attendre que... il l'a déjà dit.
selon les uns et les autres, qu'il compte cette année aussi remporter le sacre. Il a déjà dit, donc ce n'était pas une Ce surprise pour n'était vous. pas une surprise pour moi, ce n'était pas une surprise parce qu'il était convaincu qu'il allait l'emporter. Hein, et puis il a eu aussi les mains de, comme on dit, ce que Dieu veut aussi, ce que l'homme veut, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Donc il a eu sa baraka auprès de Dieu et on n'y peut rien. Mais ce qui est encore décevant pour d'autres, parce que moi aussi je fais partie de ces gens-là, qui en fait le voir encore prendre le sacre là C'est ennuyant pour la région de Dosso, c'est ennuyant pour moi. J'avais vraiment voulu avoir en face de moi une finale qui n'était pas Isaka Isaka, mais une finale plutôt de Maradi opposée à un autre lutteur. Et j'avais mis de l'espoir pour le lutteur de Maradi. Hein. J'avais mis vraiment de l'espoir sur lui. Jusqu'à la finale, je pensais que vraiment, il allait cette fois-ci nous faire vivre ce que les uns attendaient. Voir Isaka à terre. Mais ce n'était pas le cas. Donc, vraiment, ça a été bien. Ça a bien commencé, c'est bien fini. Et espérons que la 45e édition sera encore plus magnifique que ce que nous avons vécu, hein, qu'il y aura peut-être une nouvelle organisation, comme on l'a si bien dit ici la fois passée. Pourquoi ne pas expérimenter le cas du Sénégal, où c'est des poids qui se mesurent, hein, qui s'affrontent. Isaac n'a pas son gabarit. Et c'est ça aussi, hein. Il faut un gabarit qui va avec Isaac. Isaac n'a pas son gabarit, donc certainement, même demain, s'il revient dans l'arène, il pourrait remporter. Hein. Isaac. Ah, oui. Merci beaucoup, Memouna Diado, Abachari Arimi, de la vie des supporters, spectateurs et autres acteurs de la lutte. La fête fut belle à Agadez. Objectif atteint sur le plan de l'organisation, affirment des observateurs. Votre avis à ce sujet, avez-vous identifié des points organisationnels à améliorer? Absolument. On veut que on l'appelle la lutte traditionnelle, mais on veut que la lutte nigérienne soit une lutte moderne. Et d'ores et déjà, je soulève l'insuffisance des textes, n'est-ce pas? Tout de suite, Maïmouna a évoqué la question de la prise en compte des poids des lutteurs. Je l'ai tantôt souligné. C'est aussi un handicap? C'est un handicap majeur, parce que ça ne donne pas la possibilité aux moins lourds de s'exprimer. Un sport de combat, on fait toujours référence au poids, que ce soit en karaté, en judo, en taekwondo, tout ce qui s'ensuit, on prend en compte toujours, et même la lutte, on prend en compte le poids des lutteurs. Donc, selon vous, le tirage au sort est... non, ce n'est pas le tirage au sort, mais le tirage au sort par catégorie. Et vous verrez qu'on va découvrir vraiment des talentueux lutteurs, parce que qu'est-ce qui fait la beauté du spectacle en matière de lutte? Oui, c'est l'exhibition de muscles, c'est les garçons bien grands, bien corpulents et tout, mais aussi la technique qu'ils déploient pour terrasser leur adversaire. On ne peut pas développer notre lutte au plan technique tant qu'on ne prend pas compte du poids. La preuve, on a un champion indétrônable qui remporte cette compétition pour la 6e fois. C'est parce que c'est tout simplement le cas. La preuve... Donc, selon vous, c'est la masse, c'est sa corpulence oui, bien sûr. qui a pesé dans la balance. Le seul lutteur capable de le faire tomber, c'est le lutteur de Maradi, Aibo, malheureusement, qui était tombé malade, puis a fait un accident et donc n'a pas pu venir lutter, défendre. Il était en finale avec lui l'année dernière, mais cette année, il n'a pas pu être là. Les autres, il faut les voir dans l'arène. On sait bien que et ça ne lui a pas permis, d'ailleurs, empêché de survoler carrément la compétition. N'eût été en demi-finale, quelqu'un qui le moyen un peu en matière de poids, Zakiru de Tawa, ils ont fait 10 rounds. C'est vrai qu'il faut reconnaître à Isaka la patience
il faut lui connaître vraiment, reconnaître qu'il prend son temps, le temps qu'il faut pour détecter. Est-ce que vous vous opposez contre le tirage au sort aléatoire? Aléatoire, oui. Moi, je préférerais vraiment que ça soit on comprenne en compte, par exemple, le poids. Autre chose que j'ai remarqué autour de ces... et ça a été vraiment... Rapidement. C'était décevant. C'était dans la phase de quart de huitième de finale. Non, quart de finale avec le lutteur de Niamey, comment il s'appelle, Abba Ibrahim, n'est-ce pas, qui avait fait tomber son adversaire. L'arbitre a déclaré, mais la caméra n'a pas été capable de montrer. Donc c'est une faille technique. Ça fait 44 ans qu'on couvre en direct cette compétition. On ne peut pas avoir d'angle qui puisse échapper à la caméra. Aujourd'hui, la VAR, ça a été instauré il n'y a pas longtemps et quel que soit le but, tout de suite, on se rend compte que le but est rentré ou pas. Donc tout ça, c'est vraiment des aspects qu'on soulève et qu'il va falloir vraiment... Mais aussi le fait de dire que dans la phase individuelle, il faut qu'il y ait une chute. Ça aussi, un sport de combat, même en boxe, au MMN, à tous les niveaux, il faut qu'il y ait 12 rounds. 12 rounds, ça suffit. Si Zakiru et Isaka étaient allés à 20 rounds, mais c'est des êtres humains. On a un peu d'espace à faire aux sportifs parce qu'il faut humaniser la lutte. Ça aussi, c'est important. C'est un certain nombre de choses. Il y a plein de choses qu'on peut soulever. Mais voilà, au moins 3 choses, quoi. Merci beaucoup, Abakari Arimi, Ousseini Sajibo. Il n'a fallu que 8 minutes et 4 secondes pour le détenteur du titre de terrasser son challenger Mati Souley de Maradi et de remporter son 6e sacre, le 3e consécutif et nouveau record dans l'histoire de la lutte traditionnelle, le sport roi au Niger. Quelle est votre opinion sur ce record? Oh, mais il faut le dire d'emblée, quand il est revenu pour remettre le sabre officiellement, je ne sais plus si c'est le gouverneur ou au ministre si j'ai suivi ça, mais je ne regardais pas la télé. Il a fait entendre qu'il confiait ça. À l'autorité, il lui confie ça, il va récupérer son affaire parce qu'il va retourner avec. Ça, c'est entendu, c'est tombé dans mes oreilles. Bon, bien évidemment, c'est un sport de combat. Il est venu, son étoile brille toujours, n'est-ce pas? Il a pu traverser pratiquement la semaine sans être terrassé. Mais il faut reconnaître quand même que il a eu des adversaires de taille à un certain moment. Par exemple, Zakirou Zakari là. Et même Noura Hassan oui, l'a mis en difficulté, en sérieuse difficulté, n'est-ce pas? Il y a un peu l'expérience. Et comme l'a dit aussi Arimi, c'est que moi, je tiens à ce qu'on tienne compte de cette histoire de poids, n'est-ce pas? La technicité joue. N'est-ce pas? Oui, avec Zakirou, le combat a duré à peu près 45 minutes. Plus de 45 minutes. 50 minutes. 50 minutes. Plus de 45 minutes. Alors, on a vu un peu comment il était lui-même en difficulté. Un temps, on pensait même que Zakirou allait le terrasser, n'est-ce pas? Mais bien évidemment, avec l'expérience et tout, il a pu, comme on avait dit, finir avec Zakirou. Mais je vais dire une chose, c'est qu'il faut tenir véritablement compte. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans la lutte. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est traditionnel qu'il faut maintenir. Mais imaginez, on te fait venir, tu vas choisir quelqu'un qui a 100 kilos. Toi, tu as 50 kilos. Alors, par où tu vas attraper ton adversaire? Ça, c'est déjà un handicap. Bon, on sait, par le passé, il y a eu des grands lutteurs comme les Langa-Langa. N'est-ce pas? C'est des techniciens, des fins techniciens. Il y a eu, comment dirais-je, les Chebo Mati, qu'on appelait Krik. Court, mais quand il rentre sous quel que soit ton poids, s'il rentre, comme il te soulève, n'est-ce pas? On a eu, comme on avait dit, on a eu ces lutteurs-là qui étaient très techniques, n'est-ce pas, de plus en plus. Mais de plus en plus, les gens comprennent que la lutte, ce n'est pas seulement la force physique, c'est surtout la technicité. Ce qu'on a vu au cours de cette lutte-là, c'est bien évidemment normal qu'il les remporte, parce que moi, quand je l'ai vu terrasser Zakirou, j'ai dit non, c'est fini. Les gens qui l'avaient devant, ces gens-là, il allait les terrasser tous sans problème. Selon vous, il faut davantage professionnaliser la lutte traditionnelle? Non, il faut professionnaliser. Quand on parle de professionnaliser, c'est-à-dire il faut permettre à ce que la lutte permette à ces acteurs de manger de ce qu'ils font comme activité, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des écuries. De la même manière qu'il y a des clubs qui sont pris en charge et tout, il faut qu'au niveau des régions, qu'il y ait des clubs de lutteurs
où de temps en temps, il y a des compétitions qui se tiennent au-delà de la compétition nationale, comme au sport, en football, comme dans les autres disciplines, n'est-ce pas? Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Parce que sinon, si on continue comme ça, mais en tenant bien évidemment compte de tout ce qu'il fallait changer, parce qu'on a vu aussi les réclamations bidons, et les appels. Oui, justement, parce que tout simplement, cette défaillance impardonnable de la RTN, où on peut dire, l'arbitre dit qu'il est tombé. Oui, mais un exemple de réclamation. L'arbitre dit qu'il est tombé. Le jury est parti, le jury a dit qu'il est tombé parce qu'ils n'ont pas pu voir là où. Quel lutteur? C'était le lutteur de. C'était le lutteur de Tawa, c'est ça, hein? Oui, c'est Abba Ibrahim de Niamey. Voilà. Après, maintenant, quand le comité, comment on appelle ça, le comité ad hoc. Le comité ad hoc est allé, ils sont venus, ils ont repris la lutte. Ça, c'est des choses à éviter. C'est comme si on désavouait carrément l'arbitre, mais également comment on appelle ça? Le jury. Alors, si on met un comité qui est au-dessus, on dit que et puis la décision du comité est sans recours, moi j'ai dit, à la longue, ça va amener des problèmes. Si on doit maintenir la formule comme ça va amener des problèmes. Il faut revoir beaucoup de choses avant la prochaine édition. Si on veut pérenniser, si on veut éviter que la lutte ne devienne un problème qui va encore, au lieu de consolider, qui va désunir les Nigériens, les régions. Parce qu'aujourd'hui, les gens, souvent, ils ont tendance à s'agripper à leur région. Malgré tout ce qu'on va dire que non, c'est le pays qui gagne. Chacun voit la région d'abord. Merci beaucoup. C'est un championnat. Merci beaucoup, Seyni Sadjibo. Des Nigériens interrogés sur la lutte affirment que le combat n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. Question unique à vous trois. Selon vous, comment améliorer la lutte traditionnelle à l'avenir? Je commence avec vous. En 30 secondes. En 30 secondes, je crois qu'il faut le professionnaliser. Il faut que la lutte nourrisse son homme, c'est-à-dire pratiquer la lutte tout au long de l'année, n'est-ce pas, et permettre aux lutteurs, s'il le faut, d'être des salariés de leur écurie, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'ils aient au moins leur salaire à la fin du mois. Merci beaucoup, Abachari Arimi. Rapidement, Ousseini Sadjibo. C'est pour faire que ça fonctionne bien, parce qu'il y a eu beaucoup de défaillances qu'on a pu constater. Hein. D'abord, cette histoire de Boubéné, comme on dit. Boubéné, combat nul. Combat nul, tout ça là. Moi, j'ai dit, quand on parle de lutte, d'accord, il faut réglementer, parce que c'est un combat physique, il faut réglementer. Mais il faut essayer, on a essayé d'améliorer en disant celui qui a fauté, mais maintenant, qui a fauté, qui a commis une faute, on donne la victoire à celui qui n'a pas commis la faute. Tout ça, ça crée aussi souvent des frustrations. Parce que l'appréciation de la faute, c'est à l'arbitre, n'est-ce pas? Est-ce que la faute est réelle ou pas? Tous ces détails-là, moi, j'ai dit, c'est bien beau d'organiser, mais il faut mettre en place des mécanismes qui puissent permettre à tout le monde d'apprécier, y compris aux téléspectateurs, aux spectateurs, d'apprécier la justesse des décisions. Comme le VAR, selon vous, au niveau du football? Oui, bien évidemment. Pour permettre aux gens d'apprécier, sinon, ça va créer un sentiment de frustration au sein des téléspectateurs. Merci beaucoup, Ousseini Sadjibo. Memouna Diado, allez-y. Oui, pour moi, c'est juste de réviser les textes et de moderniser, comme ils l'ont dit. Et également moderniser, pourtant c'est une lutte traditionnelle. C'est une lutte traditionnelle, mais avec peut-être la modernisation, ça peut rester lutte traditionnelle. Mais il faut qu'on revisite les textes pour pouvoir donner, en tout cas, tout ce que nous attendons de cette lutte traditionnelle, pour que les uns et les autres se sentent aussi concernés dedans. Donc maintenant, comme il l'a dit, il faut également que la lutte traditionnelle permette à ces lutteurs-là qui viennent lutter, au moins d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins, c'est comme si c'est un métier en fait. Voilà, et également, de temps à autre, donner la possibilité dans chaque région de détecter des nouveaux talents. Merci beaucoup, Mohamed Diado. Rapidement. Ça, c'est en ce qui nous concerne. La couverture médiatique de la lutte doit évoluer. J'ai constaté une complicité vraiment déconcertante entre la réalisation et le jury. Tant que le jury ne tranche pas, le réalisateur ne revient pas sur nous qui payons à Canal+ pour regarder notre propre lutte. Et ça, ce n'est pas normal. On doit avoir notre propre idée avant
que le jury ne vienne et on verra si on est d'accord ou pas. Merci à vous trois pour vos premières analyses sur notre premier sujet, la finale de la 44e édition du Sabre national. Chers auditeurs et internautes, restez branchés. Il nous reste encore 2 sujets à aborder. On observe une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse du studio Kalangou. Les premiers ministres du Niger, du Burkina Faso et du Mali se sont réunis samedi 30 décembre à Niamey. À la sortie de la tripartite, les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES se réengagent à tirer pleinement profit des opportunités de cette nouvelle dynamique de coopération. Autre opportunité, affronter ensemble les défis sécuritaires et politiques. Les chefs de gouvernement de la transition burkinabé, Apollinaire Joachim Kyliam de Tambela et malien Dr Shogel Kokala Maiga, ont exprimé leur solidarité aux Nigériens qui subissent de plein fouet les répercussions des sanctions prises par les dirigeants de la CEDEAO à la suite du coup d'État du 26 juillet dernier. Abachari Arimi, renforcement de la coopération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ma question est, qu'est-ce que cela pourrait changer dans la gouvernance des États du Sahel? Bon, c'est-à-dire quand c'est des pays qui se mettent ensemble pour renforcer leur coopération, autrement dit, c'est pour leurs citoyens. C'est-à-dire que les citoyens d'un des pays se retrouvent chez lui dans l'autre pays. Ça, c'est l'une des choses. Mais aussi en matière de coopération, si aujourd'hui, parmi les 3 pays, c'est le Niger qui est producteur de carburant, par exemple, d'essence, de pétrole en général. Et donc, ils peuvent être nos partenaires privilégiés au plan économique parce que c'est une denrée qui est à côté, donc et avec des avantages. Ils peuvent aussi réviser plein de choses. C'est comme l'UEMOA et la CEDEAO dans lesquelles nous avons passé beaucoup de temps. Donc, autrement, on peut créer des collaborations de ce genre qui peuvent faciliter la vie à tout un chacun sans que le pays qui concède une partie de sa souveraineté, une partie de ses recettes, une partie de son bien-être ne perde absolument rien du tout du point de vue. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Que le Nigérien qui traverse par exemple la frontière du Burkina, écoute, il ne soit même pas regardé, à plus forte raison inquiété ou raquetté. C'est plein de choses. Dans la réalité, est-ce que cela est possible? Écoutez, moi je pense que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est extrêmement compliqué parce que il faut au moins un comparatif. C'est-à-dire qu'il y ait au moins des frontières ouvertes de part et d'autre. C'est-à-dire les pays qui ne sont pas membres de l'AES, n'est-ce pas, nous permettent d'aller et de venir, que nous permettent aussi d'aller dans les... Comme ça, on peut apprécier. Mais en ce moment, il n'y a que les textes. Il faut sortir vraiment, et c'est à ça que moi je m'attends, sur le papier. Voilà, par exemple, quand tu prends la CEDEAO, on sait mais au niveau de la CEDEAO, il y a toujours les textes, mais il y a quand même plein de choses. Tu voyages comme moi et tu sais qu'en arrivant en Côte d'Ivoire, au Sénégal et partout, ta carte d'identité nationale suffit. Tu n'as même pas besoin d'un passeport, à plus forte raison d'un visa, par exemple, pour rentrer. Ça, c'est du concret, hein, parce qu'il faut aller dans les autres pays ou dans les autres rassemblements à travers le continent pour savoir que c'est quelque chose de très différent. Donc, c'est des choses comme ça, mais poussées. La dernière fois, je disais que si AES doit exister, AES, même dans l'UEMOA, doit être encore une coopération, une collaboration, un vivre ensemble beaucoup plus poussé. Merci beaucoup, Abachari Arimi, Ousseini Sajibou.
Les trois pays dirigés par des régimes militaires et regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel AES ont décidé de tenir des commissions de coopération unifiées au lieu de commissions bilatérales sur le sujet, a affirmé le Premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zen. Comment les pays membres de l'AES peuvent-ils tirer profit de cette nouvelle approche tripartite? Comment peuvent-ils tirer profit? Moi, j'ai dit, s'ils ont décidé de ce mécanisme-là, n'est-ce pas? On a parlé d'abord, de forces sécuritaires communes, n'est-ce pas? C'est des choses qui sont Opérations militaires. D'opérations militaires, tout ça. Parce qu'on a tenté avec le G5 Sahel, mais ça n'a rien donné. Parce que tout simplement, les gens sont restés hypocrites. Maintenant, c'est à l'expérience, en tirant les leçons de toutes ces expériences-là, y compris au niveau de la CEDEAO, les commissions, les mécanismes n'ont pas bien fonctionné. Et c'est sur la base du non-fonctionnement véritable de ces mécanismes-là qu'il est décidé de mettre en place des structures communes, y compris aux besoins de conseils de ministres. Des conseils de ministres par rapport à des thématiques bien précises pour décider de ce qu'il faut faire par rapport à tel sujet, tel aspect et tel aspect. Moi, j'ai dit que c'est déjà une avancée et c'est important. C'est important parce que ça va davantage aplanir beaucoup de divergences. Entre les États? Entre les États, bien évidemment. Par exemple, tout à l'heure, Arimi a dit un exemple très édifiant. Par exemple, Arimi vient de dire que nous avons le pétrole. Aujourd'hui, par rapport à la gestion de ce pétrole, y compris le pétrole raffiné, ces pays n'ont pas de problème. Ces deux pays, on est ensemble dans le cadre de l'intégration économique. Ils ont des facilités pour accéder au carburant parce qu'à l'époque, avant ça, ils achetaient dehors. La dernière fois, quand il s'est agi de la mise en route du pipeline, il y avait le Burkina qui a émis la volonté, le souhait d'être ravitaillé par le Niger, y compris le Mali. Ça va renforcer davantage et ça va créer beaucoup de choses, ça va faciliter beaucoup de choses pour les populations de ces pays. Par exemple, le Burkina a le textile, le Mali a le textile. Ça peut être des facilités pour nous. C'est-à-dire qu'avec des conditions d'importation et tout, mais je suis d'avis qu'on doit rester ouvert aux autres aussi, quoi, par rapport à certaines facilités, parce que pour se déplacer d'un pays, quand bien même, c'est ça que la CEDEAO devait faire. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'insuffisance dans la mise en application, dans l'application des textes de la CEDEAO. Il était question de créer une carte d'identité commune. Malheureusement, ça n'a jamais vu le jour. Passeport commun. Mais justement, ça ne pouvait pas voir le jour parce que les gens sont dans des intérêts divergents, et y compris la métropole. La France ne voulait pas de tout ça. Vous avez vu même la monnaie commune, comment ça a été la monnaie court-circuitée par Ouattara. Ça a été escamoté parce que tout simplement la puissance. Merci beaucoup, Hussein Issa. Vous voyez une menace à travers la création de cette monnaie qui a affirmé l'indépendance de ces 12-15 pays. Merci beaucoup, Hussein Issa Djibo. Dans l'après-midi du dimanche 31 décembre, les trois personnalités ont assisté à la cérémonie de la clôture de la 44e édition du Sabre national de lutte traditionnelle Agadez 2023. Comment les Nigériens ont-ils apprécié la démarche? Mais déjà que les Nigériens ont apprécié que les deux premiers ministres se retrouvent ici au Niger, puisque quand tu regardes, même les marchés ont été fermés à Niamey pour pouvoir permettre à ces populations, à ces Nigériens d'aller les accueillir et de montrer également que vraiment c'est une population... Au rond-point Escadrille. Oui, au rond-point Escadrille, que c'est une population qui était vraiment déterminée et c'est une population aujourd'hui qui, dans cette population, il y a les Burkinabés, il y a également les Maliens. C'est-à-dire que nous sommes vraiment des frères et sœurs et il fallait montrer l'engouement. Et se transporter également pour aller à Agadez, mais ça rentre dans le cadre de la communication. C'est évident que ça fait une communication que les autres pays ne voudraient pas voir. Aujourd'hui, les trois premiers ministres réunis autour du Premier ministre du Niger. Du Premier ministre du Niger et qui se sont transportés pour aller voir le assister à la finale de la lutte traditionnelle qui nous est chère pour notre pays, le Niger. Donc, on dit consolidons, non. Donc, ça veut dire que tout simplement, ces premiers ministres ont été véritablement accueillis. Ils étaient surpris de voir autant de monde
En tout cas, ça a drainé autant de monde autour d'eux et ils étaient également très contents de retourner dans leur pays avec des images vraiment avec des souvenirs. Et également, ça renforce l'AES. C'est pour montrer à ceux qui disent, qui ne croient pas jusque-là, de la création de l'AES, que l'AES est là. Merci beaucoup à tous. La question générale à vous trois. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Tchani, a reçu samedi 30 décembre à son cabinet Dr Shogel Kokala Maïga et Apollinaire Joachim Kiliam de Tambela, chef des gouvernements de transition du Mali et du Burkina Faso, deux pays qui forment avec le Niger l'Alliance des États du Sahel en marge de leur visite d'amitié et de travail au Niger. Quel avenir pour l'Alliance des États du Sahel AES, Abekari Arimi? Écoutez, c'est aussi simple que ça. C'est une structure sous-régionale qui ne va se raffermir que par le temps, n'est-ce pas? Et les par membres... le temps, ça veut dire qu'il y a beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps pour tout mettre ensemble. Mais je crois qu'on peut poser des actes qui pourraient être indélébiles en agissant sur des secteurs qui peuvent être déjà mutualisés. Quel secteur selon vous? Je pense par exemple à l'éducation, n'est-ce pas, l'enseignement supérieur, la sécurité, la sécurité, c'est-à-dire on peut permettre à des étudiants nigériens ou des Maliens, selon la spécialité qui sont développées au Burkina, au Mali, ainsi de suite, de faire tourner et pour trouver les moyens que les coûts ne pèsent pas énormément sur les États et vraiment exploiter les installations déjà existantes. Par exemple, au plan sécuritaire, on le sait déjà, n'est-ce pas? On avait dit qu'on permettait que les Nigériens... la coopération entre les militaires. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être fait. Mais plein de choses ne peuvent venir que par le temps, parce qu'il y a des choses qui nécessitent nécessairement la consultation de la population, la consultation du pouvoir législatif, ainsi de suite. Mais les bases peuvent être très bien faites, et comme je l'ai dit, je ne vois pas AES sans les autres pays du Sahel aussi. Merci beaucoup, Abakari Arimi. Memouna Diado, quel avenir pour l'Alliance des États du Sahel? Moi, j'y crois à l'Alliance, l'AES. J'y crois, mais comme l'a dit Arimi, ça prendra du temps, c'est vrai. Mais maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que le fondement même dès le début, soit vraiment un fondement bien cimenté. Parce qu'il ne faut pas créer pour créer. Cimenté comme... Oui, quand je dis cimenté, il faut aller sur de bonnes bases. Il faut aller sur de bonnes bases. Il ne faut pas créer quelque chose pour créer. Donc, il faut que chacun de ces pays qui se trouvent au sein de l'AES puisse en bénéficier des autres pays. Puisse en expérience, comme il l'a dit, on doit chercher l'expérience. L'expérience peut se partager entre nos pays. On a des entreprises. L'expérience de ces entreprises peut être partagée entre nos pays. Donc, le peu que nous avons, essayons d'abord d'organiser le peu pour pouvoir atteindre le sommet. Merci beaucoup, Mme Gado. Ousseini Sadjibo, quel avenir pour l'Alliance des États du Sahel? Moi, je vois un avenir radieux. Je vois un avenir radieux à partir des engagements qui ont été pris. On va travailler avec nos propres moyens, n'est-ce pas? On va travailler à développer nos ressources, nous-mêmes, les ressources naturelles. Les ressources qui sont limitées. Mais que les ressources limitées par rapport à quoi? C'est ça, on te met dans la tête, que nos ressources sont limitées. Comment nos ressources? C'est ça qu'on a toujours mis dans la tête des gens, que nous avons des ressources limitées. Nous avons l'or, nous avons l'uranium, nous avons le pétrole, nous avons tout ça. Nous avons l'eau. Nous avons ce qui a manqué dans nos pays, c'est simplement les investissements nécessaires, les investissements sur le plan technologique et tout. C'est tout. Et on va mettre tout ça en place à travers l'AES. Il y a manque d'infrastructures, de transformation de nos produits. Qu'est-ce qui permet de faire ça? Ce n'est pas les ressources financières. Il y a aussi les ressources humaines qualifiées. Qui te dit qu'on n'a pas les ressources humaines qualifiées? On a tout ça. Mais imaginez tous ces jeunes gens-là. Il y a beaucoup d'ingénieurs. Beaucoup d'ingénieurs qui sont au chômage. Ils sont revenus. Il y a aussi la volonté politique qui compte. Mais justement, c'est ça qui a toujours manqué, parce que la volonté politique a manqué, parce que de l'autre côté, on fait comprendre que vous n'avez pas atteint tel niveau. Quand il y a eu le coup d'État, la société française qui pilotait l'implantation de la centrale solaire, elle a pris bagage et elle est partie. Les sociétés nigériennes sont restées, ils ont finalisé ça. Et on vous met ça dans la tête que non, on n'a pas les ressources compétentes. On est allé dans les mêmes universités que ces gens-là.
c'est seulement donner la possibilité et l'opportunité aux Nigériens, ceux qui sont allés se former. Merci pour vos points de vue. On comprend. Merci pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. Le ministre des Mines a effectué lundi 1er janvier une visite de travail à Kirozérine. Mission principale, inspection des différents services de la Sonichar, la société qui alimente en électricité les villes d'Arlit et celle d'Agadez. Il a pris note des difficultés que la société rencontre actuellement 42 ans après sa création. Ousseini Sajibou. La société La Sonichar exploite une mine de charbon au Niger qui alimente une centrale thermique à kérosène depuis 42 années. Principale fonction, fourniture de l'énergie à la ville d'Agadez et l'exploitation des mines d'uranium à Arlit plus au nord. Quelle retombée peut-on attendre de cette visite du ministre des Mines à la Sonichar? Il l'a expliqué lui-même, le ministre. D'abord, il s'est déplacé pour aller voir. Il y a des pièces qui sont tombées en panne. Régulièrement. Oui, bien évidemment, il a expliqué. C'est des pièces qu'il faut commander. On ne les fabrique même plus. Il faut lancer la commande, il faut attendre 2 ans. C'est en cela que je suis en train de dire tout à l'heure là. Il faut l'ingénieur, il faut qu'on crée des fonderies et tout, pour pouvoir nous-mêmes fabriquer nos outils avec lesquels nous travaillons. Il y a tout, on a tout. Il est parti, il a expliqué, voilà la situation. Mais est-ce que la technologie nécessaire existe au Niger? Mais c'est quoi la technologie? La technologie s'écrit, non? Est-ce que c'est pas que ça s'écrit? Non. On peut créer, localement on peut créer, on peut avoir l'expertise. C'est parce que tout simplement, quand on parle de transfert de technologie, parce que nous ne voulons pas, ou les autres ne veulent pas transférer la technologie chez nous. Sinon, nous avons les compétences humaines nécessaires qui sont allées dans des unités de fabrication de ceci, cela. Ils reviennent, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien. Mais ils vont faire quoi? Ils vont s'asseoir dans un bureau. On peut faire tout ça avec la volonté. Et c'est cette volonté qui a toujours manqué et je pense qu'à travers l'AES, on peut le faire. Et c'est qu'il dit que d'ici peu, il va, parce que c'est des choses qui datent de 75-76, les 2 unités. Alors, 75-76 qui fonctionnent pendant combien d'années? Et il y a des pièces qui ne sont même plus fabriquées. Quand une pièce tombe en panne, il faut envoyer, demander d'abord qui peut fabriquer. Alors, tout ça, on peut nous-mêmes, localement, si on s'y met, si on met la volonté, moi je suis convaincu qu'on peut surpasser, on peut arriver à ce niveau de développement comme ça s'est fait dans d'autres pays africains où les gens ont considéré qu'on n'a plus besoin d'aller acheter tout. Même aiguille, là, il faut que qu'on achète aiguille quelque part. On peut faire des choses chez nous. Ça, tant qu'on ne se met pas dans la tête qu'on peut les réaliser, moi j'ai dit, ça sert à quoi de considérer que chaque fois le discours, le narratif de l'autre, vous n'avez pas suffisamment de ceci, vous n'avez pas suffisamment. On a tout. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo, Memouna Diado. Depuis plusieurs années, en cette période du début de l'Harmattan, la société nigérienne de charbon Sonichar procède à la maintenance de ces machines qui produisent l'électricité à partir de son usine à charbon à Anou, à Raren, à quelques dizaines de kilomètres d'Agadez. Quelle solution durable préconisez-vous pour faire face à ces coupures d'électricité? Préconiser, mais c'est ça que nous sommes en train de parler. C'est ce que Hussein aussi vient de dire. Si on veut préconiser, il faut que nous-mêmes, en tant que Nigériens, nous trouvons nos solutions. Il faut que nous trouvions nous-mêmes notre propre solution et notre propre voie de développement. Ça veut dire quoi? Il faut essayer de moderniser les choses. Mais en modernisant aussi, il faut qu'on crée les conditions pour que... Faire parvenir des nouvelles machines selon vous? Oui, mais qui seront adaptées à nos conditions, à nos réalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les pièces... Aujourd'hui, quand ces machines tombent en panne, il faut que nécessairement que ça soit fabriqué, que ce soit les Nigériens ici, qu'on puisse trouver les pièces. Mais si on doit toujours espérer que quand les pièces vont tomber en panne, il faut aller en Chine, il faut aller je ne sais où pour pouvoir arranger. Mais cela nécessite des gros moyens. Mais les gros moyens, il faut qu'on mette ensemble ces gros moyens-là. C'est quoi? C'est la technologie. Et c'est également les gros moyens nous viennent de nous. Aujourd'hui, quand on a mis en place le fonds pour la solidarité. Mais tu n'as pas vu l'engouement que ça donne?
Tu n'as pas vu que les Nigériens, vraiment, ils sont derrière ce fonds-là? Chacun amène sa contribution. Mais il faut qu'on mette dans l'esprit des Nigériens que l'État là ne peut pas tout faire, mais que nous devons également soutenir l'État. Parce qu'aujourd'hui, le manque de courant, l'électricité, c'est nous. C'est à nous que ça profite. Et la rentabilité. Mais la rentabilité aussi, c'est partagé. Donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, vraiment, il faut qu'on essaie d'évoluer. C'est une société qui a à peine presque 50 ans d'existence. 42 ans. Bon, 42 ans, c'est presque 50 ans d'existence aussi. Hein. Donc, moi, je me dis qu'il faut vraiment essayer de moderniser. Est-ce qu'il faut auditer la société? Mais il faut l'auditer, bien sûr. Une société qui a 42 ans. Mais il faut auditer pour voir ce qui se passe dedans. Ceux qui étaient les responsables de cette société depuis combien d'années, mais il faut bien auditer. On ne peut pas avoir une entreprise, on ne peut pas mettre quelqu'un devant une entreprise et ne pas auditer. Ça n'a pas de sens. Parce que si on doit mettre un responsable et qu'on le laisse faire ce qu'il veut, et après il s'en va, et il ferme sa valise, il retourne, mais sans être audité, mais ça sera la même gabegie. Merci beaucoup, Maimouna Diado, Abakari Arimi. De nombreuses inquiétudes pèsent sur l'impact environnemental et sanitaire de l'exploitation de la mine et de l'usine de Sonichar. C'est notamment l'impact des rejets d'eau d'exor et des eaux usées prévient la CRIRAD. La CRIRAD, c'est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité depuis juin 2009. Votre analyse? Non, mais écoutez, nous ne sommes pour rien dans la pollution générale sur la Terre, vraiment, de la planète Terre. Les gens continuent à exploiter le charbon et leur source principale d'énergie encore, je dirais, dans des pays comme l'Allemagne, la Russie, l'Ukraine, l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Nous, ce que nous produisons ne représente même pas encore le millième de ce que les autres produisent, n'est-ce pas? Il ne faut pas vraiment qu'on tienne à nous tirer une raison... C'est une raison très valable. D'ailleurs, s'il n'y a pas eu ce coup d'État, s'il n'y avait pas eu ce coup d'État, je continuerai à soutenir, à dire même de créer d'autres mines de charbon. Est-ce une raison pour... Je vais te dire, heureusement, avec le coup d'État, on a vu que juste la centrale de Gorobanda, pas l'autre, l'éléphant blanc, mais la centrale solaire, nous a permis d'ouvrir nos yeux et que dans ce pays, on peut aussi se mettre à exploiter cela. Mais on doit le faire à notre rythme. On doit le faire à notre rythme. Vous parlez des énergies nouvelles et renouvelables. On doit le faire à notre rythme, selon ce qu'on peut. Agadez, pendant 10-20 ans encore, doit être alimenté sur la base du charbon d'Anou Araren. Ça, c'est un. De deux. Vous encouragez la pollution. Je soutiens même. Pas la pollution, mais l'exploitation de cette mine-là. Aussi, un sujet que Ousseini a évoqué, c'est la formation de nos jeunes. Jusque-là, on collabore avec les gens, n'est-ce pas, dans l'hypocrisie, dans le blackout total de nos techniciens, de nos enfants. N'est-ce pas? Désormais, si on doit aller chercher quelqu'un pour exploiter le pétrole et que tu n'es pas en mesure de transférer le savoir-faire de l'exploitation de ce produit-là, ce n'est vraiment pas la peine, ce n'est pas une coopération. Tout récemment, j'ai entendu dire que l'uranium qui restait encore et que le Niger et la France doivent vendre, c'est la France qui communique pour dire à la France, au Niger, voilà ce qu'il y a et voilà ce qu'il veut. Le Niger n'a même pas les moyens de contrôler. Nos gens sont là assis dans le... Merci beaucoup, Abakari Arimi. Maimouna Diado, qu'est-ce que les habitants de la commune de Kirogérine peuvent espérer de la mine de Sonichar après la visite du ministre des Mines, rapidement? D'abord, ils peuvent espérer beaucoup de choses. Hein. Ils peuvent espérer dans le cadre donc, de l'amélioration de leur environnement, l'amélioration de leurs conditions de vie, l'amélioration aussi pour qu'il y ait les jeunes, pour qu'on puisse également utiliser ces jeunes qui sont de Anouararem, ces jeunes-là qui peuvent travailler. Autant de jeunes sont là qui n'ont rien à faire. Hein. Je pense que c'est l'occasion aussi de ne pas les oublier. Et peut-être qu'il y aura une amélioration aussi du côté sanitaire.
Oui, rapidement, 15 secondes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a déjà l'école de mines de l'Aïr qui formait les jeunes Nigériens, n'est-ce pas, et notamment les jeunes ressortissants de ces localités-là, à aller à l'école et à se spécialiser dans l'exploitation, mais aussi l'amélioration des conditions de vie de leur population. Il y avait des centres médicaux qui ont été construits pour que les populations de la zone soient prises en charge. Merci beaucoup, mais aussi, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour le Niger. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative. Maïmouna Diado, journaliste indépendante. Et Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chères auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs et internautes pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum en Hausa et dimanche celui en Zarma. Si vous nous avez suivis en cours de diffusion, pas de soucis. Rendez-vous sur notre site internet www.studiokalangu.org et nos réseaux sociaux. Merci aussi à la technique côté son assurée par Mustafa Ayouba, à la réalisation Seini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.